Mon père m'a traité de gratté et m'a désinvité des vacances familiales. J'ai dit, très bien. 3 semaines plus tard, mon père m'a envoyé un message, peux-tu payer le prochain semestre de ta sœur? J'ai simplement répondu, cette ratée n'enverra plus un seul euro. 4 heures plus tard, mon téléphone a explosé sous 36 appels manqués. Je m'appelle Lauren Parker. J'ai 29 ans et je vis seul à Denver, dans le Colorado. Le soir où mon père m'a traité de raté, j'étais assise à la table de ma cuisine, mon ordinateur portable ouvert, essayant de finir un courriel pour un client avant minuit. J'ai failli laisser le téléphone sonner dans le vide. J'aurais dû. À la seconde où j'ai répondu, j'ai su qu'il n'avait pas appelé pour discuter. Il avait appelé pour rendre un verdict. On m'a dit que j'avais changé, que je me croyais supérieur à tout le monde, que les gens qui se souciaient vraiment de la famille savaient comment être présents. Puis il en est venu au fait, je n'étais plus invité aux vacances familiales. La maison de plage était toujours réservée. Le voyage avait toujours lieu. Simplement, je n'étais plus la bienvenue. Et juste avant de raccrocher, il m'a traité de raté comme si c'était la chose la plus évidente au monde. J'aimerais pouvoir dire que j'ai pleuré ou que je me suis défendu ou que je lui ai rappelé tout ce que j'avais fait pour cette famille. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée assise là, à regarder les lumières de la ville par la fenêtre de mon appartement, et j'ai dit un seul mot. Très bien. C'est tout ce qu'il a obtenu de moi pendant 3 semaines. Personne n'a pris de mes nouvelles. Puis, un après-midi, mon téléphone a vibré avec un message de sa part qui disait « Peux-tu payer le prochain semestre de ta sœur ?» J'ai fixé ce message si longtemps que mon écran s'est assombri. Puis j'ai tapé en retour « Cette ratée n'enverra plus un seul euro ». 4 heures plus tard, j'avais 36 appels manqués. Non pas parce que quelqu'un se souciait soudainement de ce que je ressentais. Non pas parce que quelqu'un était désolé, mais parce que la personne dont ils avaient dépendu pendant bien trop longtemps avait finalement cessé de dire oui. Avant que je vous dise pourquoi ce simple message a plongé toute ma famille dans la panique, dites-moi d'où vous nous regardez ce soir et si vous auriez répondu ne serait-ce qu'à un seul de ces appels. Si vous aviez rencontré ma famille lors d'un barbecue ou pendant l'un de ces dîners de fête souriants, vous auriez probablement pensé que j'exagérais. De l'extérieur, nous avions l'air normaux. Mon père était le boute-en-train qui avait toujours une histoire à raconter. Ma mère savait comment donner à toute une apparence chaleureuse et inoffensive. Et ma jeune sœur Chloé avait perfectionné cette expression douce et désemparée qui donnait aux gens l'envie de la secourir avant même qu'elle ne le demande. J'étais celle qui semblait toujours aller bien, ce qui, dans ma famille, revenait à se voir attribuer plus de tâches. Ce schéma a commencé si tôt que je ne sais même pas quand il est devenu permanent. Quand j'avais 12 ans, Chloé a renversé un verre de jus de raisin sur l'ordinateur portable de ma mère, et d'une manière ou d'une autre, on m'a reproché de ne pas l'avoir surveillée. Quand j'étais au lycée et que j'essayais de maintenir mes notes et de travailler à temps partiel, Chloé oubliait ses devoirs ou craquait avant les examens, et c'est à moi qu'on demandait de m'asseoir avec elle pendant des heures jusqu'à ce qu'elle se calme. Personne ne le disait comme une punition. Il le disait comme si c'était naturel. J'étais la grande sœur. J'étais responsable. Je pouvais le gérer. C'était la phrase qu'ils aimaient le plus. Lauren peut le gérer. Quand Chloé voulait des choses, il y avait toujours une raison pour laquelle elle en avait plus besoin. Plus d'attention, plus de grâce, plus d'argent, plus de patience. Si je demandais de l'espace, j'étais difficile. Si j'avais l'air fatigué, je faisais du cinéma. Si je réussissais quelque chose, c'était traité comme un comportement attendu, pas comme quelque chose qui méritait d'être célébré. Mais si Chloé parvenait au strict minimum, toute la famille en parlait comme si elle avait gravi une montagne pieds nus. À l'âge de 18 ans, j'étais désespéré de partir. J'ai déménagé dès que j'ai pu et je me suis construit une vie qui paraissait assez indépendante pour impressionner les étrangers, mais assez familière pour que ma famille continue de m'utiliser. Je payais mes propres factures. J'ai eu des emplois instables avant de trouver ma voie. J'ai appris à faire durer un salaire, à sourire malgré le stress, à paraître calme même quand j'étais à une mauvaise semaine de la panique. Rien de tout cela ne m'a valu le respect. Cela leur a juste donné l'assurance que je survivrais à tout ce qu'ils me mettraient sur le dos. Chloé est restée au centre de tout. Elle était plus jeune, sensible, encore en train de découvrir la vie. C'était l'excuse pour chaque mauvaise décision qu'elle prenait. Si elle manquait des échéances, elle était submergée. Si elle dépensait trop, elle apprenait.
Si elle m'ignorait pendant des semaines puis avait soudainement besoin de quelque chose, je devais comprendre qu'elle avait beaucoup de choses à gérer. Je comprenais. C'était là le problème. Je comprenais si bien que je continuais d'intervenir avant même que quiconque n'ait à le demander directement. Je traduisais leur silence. Je décodais leur culpabilité. Je comblais les lacunes avant que la crise ne devienne visible. Quelque part en cours de route, ma famille a cessé de me voir comme une fille ou une sœur et a commencé à me voir comme la personne qui faisait disparaître les conséquences. Alors, quand mon père m'a traité de raté ce soir-là, c'était cruel, mais ce n'était pas un hasard. Cela venait d'années de croyances que j'existais pour porter ce que personne d'autre ne voulait porter. Et le pire, c'est que pendant longtemps, je les ai aidés à y croire. L'argent a commencé avec ce que je pensais être un problème temporaire. Chloé était entrée à l'université et tout le monde ne cessait de dire à quel point il était important de lui offrir l'expérience complète. À l'époque, les heures de travail de mon père avaient été réduites. Ma mère se plaignait des factures presque chaque semaine, et chaque appel téléphonique donnait l'impression que la famille était à une dépense imprévue de s'effondrer. Je me souviens avoir dit que je pourrais aider pour le premier semestre de Chloé, juste le temps que les choses se stabilisent. Je l'ai dit une fois, nonchalamment, comme une fille qui essaie de faciliter les choses. C'est tout ce qu'il a fallu. Après cela, aider a cessé d'être une faveur pour devenir un système. D'abord, ce furent les manuels, puis une caution pour le logement. Ensuite, c'étaient les courses parce que les plans de repas étaient apparemment trop chers et que Chloé était déjà assez stressée. Puis, ce fut un ordinateur portable parce que son ancien était trop lent. Ensuite, ce fut l'assurance automobile parce qu'elle avait besoin d'un moyen de transport pour se rendre en cours et au travail. Chaque nouvelle dépense arrivait déguisée en urgence. Et chaque urgence venait avec la même fin tacite. Lorraine s'en occupera. Personne ne m'a jamais assise pour me dire « Tu es désormais financièrement responsable de ta sœur ». Cela aurait été trop honnête. Au lieu de cela, ils m'ont usé par de plus petits moyens. Ma mère appelait tard le soir, l'air épuisé, et disait qu'elle ne savait pas comment ils allaient s'en sortir. Mon père parlait comme s'il portait toute la famille sur son dos, puis glissait une phrase sur le fait que j'étais la seule en position d'aider pour le moment. Chloé ne demandait presque jamais directement au début. Elle faisait pire. Elle agissait comme si l'argent faisait déjà partie de l'air qui l'entourait. Quelque chose qui apparaîtrait parce que, bien sûr, il le ferait. J'aurais dû remarquer à quelle vitesse la gratitude a disparu. Les 2 premières fois, j'ai reçu un rapide texto de remerciement. Après cela, ce fut le silence. J'envoyais des centaines d'euros et n'entendais rien, sauf si quelque chose d'autre n'allait pas. Si je demandais comment se passaient les cours, je pouvais ne pas avoir de réponse pendant des jours. Mais à la seconde où le loyer était dû ou qu'une charge apparaissait, mon téléphone s'illuminait comme si j'étais soudainement la personne la plus importante du monde. Je me disais que c'était temporaire parce que j'avais besoin de le croire. Je travaillais dur à Denver, essayant de me construire une vie stable, essayant de devancer mes propres factures. Et je ne voulais pas admettre que j'étais lentement enrôlé dans un rôle que je n'avais jamais accepté. Alors j'ai continué. J'ai réduit les choses que je voulais. J'ai reporté des voyages. J'ai pris du travail supplémentaire alors que j'étais déjà fatigué. Mois après mois, j'envoyais de l'argent qui était censé aider Chloé à rester à l'école. Et chaque fois, je me disais que je faisais ce qu'il fallait. La vérité, c'est que je ne payais pas seulement pour les frais de scolarité ou les livres. Je payais pour la version de notre famille que tout le monde voulait prétendre encore fonctionnelle. Mes parents pouvaient jouer les soutiens sans en couvrir réellement le coût. Chloé pouvait vivre comme si quelqu'un d'autre allait toujours amortir la chute. Et moi, j'étais utile, ce qui dans ma famille avait toujours été ce qui se rapprochait le plus d'être valorisé. À la fin de la 2e année, j'avais cessé de considérer les paiements comme inhabituels. Ils étaient devenus une routine, ce qui aurait dû m'effrayer plus que ça ne l'a fait. Chaque mois, il y avait quelque chose, un manque, une charge surprise, une raison pour laquelle ça devait être encore moi. Et je disais toujours oui parce que j'avais passé tellement d'années à nettoyer derrière tout le monde que dire non me semblait plus contre nature que le sacrifice. Je ne réalisais pas alors que le pire n'était pas la quantité que je donnais. C'était à quel point ils en étaient venus à s'y attendre complètement. Au moment où cet été est arrivé, j'étais épuisé d'une manière qui ne se voyait pas de l'extérieur. Je respectais toujours les délais, je répondais toujours aux courriels, j'avais toujours l'air d'aller bien au téléphone,
mais en dessous de tout ça, je me sentais à bout. Chaque partie de ma vie avait commencé à tourner autour des urgences des autres. Si Chloé avait un problème, il devenait d'une manière ou d'une autre le mien. Si mes parents étaient stressés, je devais l'absorber aussi. Et plus j'étais fiable, moins il semblait penser que j'avais besoin d'être humaine. L'appel est arrivé un jeudi après-midi alors que j'étais en train de réviser un projet pour un client qui avait déjà changé de direction 2 fois. Je me souviens avoir regardé le nom de mon père sur mon téléphone et avoir hésité à le laisser aller à la messagerie vocale. J'ai répondu parce qu'une partie de moi avait encore ce vieux réflexe, celui qui supposait que les appels familiaux signifiaient quelque chose d'urgent. J'aurais dû mieux savoir. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas tourné autour du pot. Il est allé droit au but avec ce ton familier, celui qui ressemblait moins à une conversation qu'à un verdict qui avait déjà été rendu. Il a dit que j'avais été distante dernièrement. Il a dit que j'agissais comme si j'étais trop occupé pour les gens qui comptaient. Il a dit que j'avais toujours une excuse quand la famille voulait quelque chose de moi. Au début, je suis restée assise à écouter, pensant que c'était peut-être encore une question d'argent. Peut-être que Chloé avait besoin d'aide pour quelque chose et que c'était sa montée en puissance dramatique habituelle avant d'en venir au vrai sujet. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui a clairement montré que c'était plus que ça. Il a dit que les gens qui se souciaient vraiment de la famille le montraient. Il a dit que j'étais devenu égoïste. J'ai presque ri quand il a dit ça, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement absurde. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Égoïste. Après tout ce que j'avais payé, après chaque appel téléphonique tard dans la nuit, chaque virement, chaque fois que je réorganisais ma propre vie pour faciliter la leur. Mais je ne l'ai pas interrompu. J'avais passé trop d'années à essayer de me défendre face à des gens qui n'écoutaient que quand ils voulaient quelque chose. Puis il m'a dit que je ne venais pas aux vacances familiales. Il l'a dit sèchement, comme s'il annonçait un changement de temps. Le voyage à la maison de plage était toujours prévu. Tout le monde y allait encore. Mais avec mon attitude, il a dit que je n'y avais pas ma place. Il m'a dit que les vacances étaient pour les gens qui voulaient faire partie de la famille, pas pour quelqu'un qui rendait tout plus difficile. Et puis, de la même voix froide, il l'a dit. Tu es une ratée, Lorraine. Tu as fait tes choix. Pendant une seconde, tout autour de moi est devenu immobile. L'écran de mon ordinateur portable était ouvert devant moi. Mon café avait refroidi. Des voitures circulaient en bas de la fenêtre de mon appartement. Les gens vivaient leur vie. Et moi, j'étais assise là, à écouter mon propre père me réduire à un mollet après tout ce que j'avais fait pour eux. J'aimerais pouvoir dire que j'ai riposté avec quelque chose de brillant. J'aimerais pouvoir dire que j'ai énuméré chaque facture que j'avais payée et chaque sacrifice que j'avais fait. Mais la vérité est que j'ai ressenti quelque chose de plus étrange que la colère. J'ai ressenti de la clarté. Parce qu'à ce moment-là, il a enfin dit à voix haute ce que les autres me montraient depuis des années. Rien de ce que je faisais n'avait d'importance une fois que je cessais d'être pratique. Aucune de mes aides n'achetait la loyauté. Aucun de mes amours n'achetait le respect. Je n'avais de valeur que tant que je restais utile. Alors, j'ai dit la seule chose qu'il me restait à dire, très bien. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, comme s'il s'attendait à une dispute. Peut-être des larmes, peut-être des supplications, peut-être une autre tentative de ma part pour regagner ma place. Mais je ne lui ai rien donné. J'ai raccroché et j'ai posé mon téléphone sur la table. Puis je suis restée assise là, à regarder dans le vide, sentant le poids de cette conversation s'installer en quelque chose de final. Le plus étrange, c'est que je n'ai pas pleuré. J'avais imaginé qu'un tel moment ferait plus mal. Au lieu de cela, c'était comme une porte se fermant doucement, complètement. Pendant les 3 semaines suivantes, personne n'a pris de mes nouvelles. Ni mon père, ni ma mère, ni Chloé. Le silence était si complet qu'il semblait presque répéter. Et ce silence m'en a dit plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Si j'étais vraiment de la famille, quelqu'un aurait pris de mes nouvelles. Quelqu'un se serait soucié que je venais d'être exclu et insulté. Mais personne ne l'a fait parce que tant qu'il n'y avait pas de besoin immédiat, je disparaissais tout aussi facilement. Puis, exactement 3 semaines plus tard, mon téléphone a vibré alors que j'étais sorti pour déjeuner. C'était un message de mon père. Pas d'excuses, pas de mention de l'appel, pas de tentative maladroite d'arranger les choses. Juste une phrase.
Peux-tu payer le prochain semestre de ta sœur? Je me suis arrêté de marcher et je l'ai relu juste pour être sûr de n'avoir rien manqué. Il n'y avait pas de « Comment vas-tu » Pas de « Peut-être devrions-nous parler ». Aucune reconnaissance du fait qu'il m'avait traité de raté et m'avait exclu des vacances familiales comme si j'étais une étrangère. Juste une nouvelle demande jetée dans ma journée comme si tout ce qui s'était passé entre nous n'avait aucune importance. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est finalement verrouillé. J'ai tapé lentement, lisant les mots avant de les envoyer. Cette ratée n'enverra plus un seul euro. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai remis mon téléphone dans mon sac. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à de la culpabilité. Je m'attendais à un long discours sur ma cruauté. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rapidité de la panique. En l'espace de 4 heures, j'avais 36 appels manqués. Ma mère, Chloé, mon père, 2 tantes, un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis plus d'1 an. C'était comme si une alarme incendie s'était déclenchée dans la famille à la seconde où j'ai cessé de coopérer. Et là, sur le trottoir, avec mon déjeuner intact dans une main et mon téléphone vibrant à nouveau dans l'autre, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis longtemps. Ils n'étaient pas choqués que je sois blessé. Ils étaient choqués que j'ai finalement dit non. Je n'ai rappelé personne. Je n'ai pas écouté les messages vocaux s'accumuler dans ma boîte de réception. Et je n'ai pas ouvert la discussion de groupe familial quand les notifications ont commencé à s'empiler les unes sur les autres. Pour la première fois de ma vie, j'ai laissé leur panique leur appartenir. C'était la partie qu'ils ne pouvaient pas gérer. Ils étaient habitués à ce que je réponde rapidement, que je m'explique, que j'adoucisse mon ton, que je trouve un moyen de rendre les choses moins inconfortables pour tout le monde. Le silence était la seule chose que je ne leur avais jamais vraiment donnée auparavant, et il semblait frapper plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. Les appels ont continué pendant des jours. Ma mère a laissé des messages qui se voulaient sans doute blessés et raisonnables. Chloé a envoyé de longs textos sur le stress, les délais, comment tout s'effondrait, comment c'était le pire moment possible pour que je fasse ça. Mon père a appelé encore et encore comme s'il pouvait me forcer à donner une réponse différente s'il me surprenait au bon moment. J'ai tout ignoré, non pas parce que j'essayais de les punir. J'ai juste enfin compris que toute réponse de ma part deviendrait une autre ouverture, une autre chance pour eux de me ramener dans le rôle qu'ils avaient construit pour moi. Alors, j'ai pris du recul et j'ai fait quelque chose qui m'a semblé presque contre nature au début. Je me suis concentré sur ma propre vie. Je suis retourné au travail sans vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes. J'ai terminé mes projets à temps. J'ai commencé à dire oui à des opportunités sur lesquelles j'aurais normalement hésité parce que j'étais tellement habitué à garder une partie de moi-même en réserve pour l'urgence de quelqu'un d'autre. Une semaine après les avoir coupés de ma vie, j'ai décroché un contrat à long terme avec une marque hôtelière en expansion dans le Colorado. C'était le genre de projet que j'aurais autrefois célébré discrètement, puis que je me serais gâché en me demandant immédiatement quelle part de cet argent finirait par résoudre un problème familial avant même que je puisse en profiter. Cette fois, je me suis simplement senti soulagé. Mes revenus se sont stabilisés. Mes économies ont cessé de fondre dans des directions aléatoires. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais réellement respirer en ouvrant mon application bancaire. Pendant ce temps, de petites bribes de nouvelles familiales ont commencé à me parvenir par d'autres personnes. Une cousine avec qui je parle encore occasionnellement m'a envoyé un message désinvolte pour me demander si j'allais bien, ce qui m'a indiqué que l'histoire s'était déjà répandue. Elle ne l'a pas dit directement, mais je pouvais lire entre les lignes. Chloé était en retard sur ses frais de scolarité. Mes parents étaient stressés. Les choses étaient tendues à la maison. Ce mot revenait sans cesse, tendu. Comme si la tension était apparue de nulle part, comme si elle n'avait pas reposé tranquillement sur mes épaules pendant des années. Quelques jours plus tard, j'en ai appris davantage. Chloé avait manqué une échéance de paiement et essayait de trouver une sorte d'arrangement d'urgence avec l'école. Elle avait commencé à prendre des quarts de travail supplémentaires dans un café près du campus. Mon père s'était plaint des factures à quiconque voulait bien l'écouter. Ma mère postait soudainement des choses sentimentales en ligne sur les familles qui restent unies dans les moments difficiles, ce qui aurait été risible si ce n'était pas si prévisible. Il ne pleurait pas mon absence. Il se démenait pour remplacer ce que j'avais fourni. Cette prise de conscience a provoqué quelque chose d'important en moi. Elle a dépouillé la dernière parcelle de culpabilité que je portais. Jusque-là, une partie têtue de moi voulait encore croire que ce n'était qu'un mauvais conflit.
Un vilain moment amplifié par l'orgueil et les sentiments blessés. Mais la rapidité de leur effondrement racontait une autre histoire. Je n'avais pas quitté une famille saine après un appel téléphonique cruel. J'étais sorti d'un système qui s'était appuyé si fort sur moi pendant si longtemps que personne à l'intérieur n'avait appris à se tenir debout tout seul. Et une fois que j'ai vu cela si clairement, j'ai commencé à remarquer autre chose. Ma vie semblait plus calme, mais pas plus vide. Je dormais mieux. Je riais plus facilement. J'ai cessé de ressentir cette angoisse sourde et constante chaque fois que mon téléphone vibrait. Les week-ends ont recommencé à m'appartenir au lieu d'être du temps emprunté avant la prochaine demande, la prochaine urgence, la prochaine conversation imprégnée de culpabilité sur ce que la famille était censée faire les uns pour les autres. C'était un changement si simple, mais il semblait énorme. Je ne les portais plus. Et sans ce poids, je pouvais enfin sentir à quel point il avait été lourd. Pourtant, une chose me dérangeait. Pas assez pour me faire revenir, mais assez pour laisser une écharpe dans un coin de mon esprit. Les chiffres n'avaient jamais vraiment eu de sens. Pendant 2 ans, j'avais constamment envoyé de l'argent, parfois pour l'école, parfois pour les frais de subsistance, parfois pour des choses prétendument urgentes. Et pourtant, à la minute où j'ai arrêté, tout a semblé s'effondrer plus vite que prévu. C'était comme s'il n'y avait jamais eu de matelas de sécurité. Pas de plan B, pas d'économie, rien entre mon argent et le chaos qui attendait en dessous. Un soir, après avoir fini de travailler plus tôt que prévu, je me suis assise sur mon canapé avec mon ordinateur portable et j'ai ouvert mon historique bancaire. Au début, je me suis dit que j'étais juste curieuse, que j'essayais juste de voir combien j'avais réellement dépensé au cours des 2 dernières années. Mais plus je fixais ces transactions, moins cela ressemblait à de la curiosité et plus à de l'instinct. Paiement après paiement, mois après mois, tous ces virements que j'avais envoyés sans y réfléchir à 2 fois. Aide pour les frais de scolarité, aide pour le loyer, livres, frais, urgence. J'ai fait défiler lentement, la poitrine serrée pour des raisons que je ne pouvais pas encore tout à fait expliquer. Parce que pour la première fois, je ne regardais pas ces paiements comme des actes d'amour ou d'obligation. Je les regardais comme des preuves. Et au fond de moi, j'avais déjà commencé à soupçonner que la vérité était pire que ce que je m'étais laissé imaginer. La nuit suivante, j'ai préparé du thé, j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout passer en revue avec plus de concentration que je ne l'avais jamais fait auparavant. Pendant des années, j'avais traité ces paiements comme un bruit de fond. Je savais qu'ils avaient lieu. Je savais qu'ils s'accumulaient. Mais je ne m'étais jamais arrêté assez longtemps pour examiner le schéma. Parce que l'examiner aurait signifié admettre quelque chose que je n'étais pas prête à admettre. Je n'aidais pas seulement ma famille. Je finançais une machine qui ne cessait de demander plus. Au début, rien ne semblait inhabituel au-delà de l'évidence. Virement après virement. Des chiffres ronds, des montants de dernière minute, des notes qui disaient des choses comme livre ou loyer ou école. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'une grande partie de l'argent n'était pas allée là où je le pensais. Au lieu d'aller directement à un portail de scolarité ou à un bureau de logement ou même directement à Chloé, plusieurs des plus gros virements étaient d'abord passés par mes parents. J'ai froncé les sourcils et me suis penché plus près de l'écran. 1 ou 2 fois aurait pu signifier de la commodité, mais c'était différent. C'était répété, délibéré, trop constant pour être ignoré. J'ai retrouvé d'anciens messages et j'ai fait correspondre les dates aux transactions. Plus je vérifiais, pire c'était. Il y a eu des semaines où j'avais envoyé de l'argent pour ce qu'on m'avait dit être un solde de frais de scolarité. Mais à peu près au même moment, il y avait des frais distincts provenant de comptes liés à mes parents pour des choses qui n'avaient rien à voir avec l'école. Des notes de restaurant, des achats au détail, des paiements liés à un magasin de meubles, un acompte pour un complexe hôtelier versé juste au moment où il planifiait ses vacances familiales dont j'avais été exclu. Je me suis rassis sur mon canapé et j'ai simplement fixé l'écran, pas exactement choqué parce qu'une partie de moi s'y était préparée, mais écœuré d'une manière plus silencieuse. Ils n'avaient pas seulement dépendu de moi. Ils avaient filtré mon argent à travers leur propre vie en appelant cela du soutien familial. C'est à ce moment-là que l'histoire dans ma tête s'est brisée pour de bon. Jusque-là, il y avait encore une petite partie de moi qui essayait de séparer la cruauté des finances, essayant de croire que peut-être mon père avait été vicieux parce qu'il était fier ou stressé ou en colère. Et que peut-être l'argent avait simplement brouillé les frontières avec le temps. Mais ce n'était pas flou. C'était organisé. Mes parents s'étaient construit un atterrissage en douceur avec de l'argent que je pensais destiné à Chloé.
Et quand je me suis retiré, tout a commencé à s'effondrer parce qu'ils avaient dépensé comme si mon compte faisait partie des revenus de leur ménage. Quelques jours plus tard, Chloé a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, alors j'ai répondu avant de réaliser que c'était elle. Elle avait une voix différente tout de suite, moins polie, moins défensive, comme quelqu'un qui avait enfin réalisé que le sol sous ses pieds n'était pas aussi solide qu'elle le pensait. Elle a demandé si nous pouvions parler. J'ai failli raccrocher, mais quelque chose dans sa voix m'a fait attendre. Elle a d'abord dit des choses auxquelles je m'attendais. Qu'elle était sous beaucoup de pression. Que papa était furieux tout le temps. Que maman n'arrêtait pas de pleurer. Que l'école était un désastre. Puis elle a dit qu'elle pensait honnêtement que nos parents couvraient eux-mêmes la majeure partie du manque et que mon aide n'en était qu'une partie. Je n'ai pas parlé pendant une seconde après ça. J'ai juste laissé le silence s'installer entre nous jusqu'à ce qu'elle commence à le combler. Elle a admis qu'elle savait que j'avais aidé pendant longtemps. Elle a admis qu'elle savait que j'étais celle vers qui les gens se tournaient toujours quand les choses allaient mal, mais elle a dit qu'elle n'avait pas su à quel point cela venait directement de moi, et elle n'avait certainement pas su que l'argent était déplacé avant de lui parvenir. J'ai cru une partie de cela et pas le reste. Peut-être qu'elle ne connaissait pas tous les détails, mais elle en savait assez. Elle savait qu'il y avait toujours quelqu'un qui payait. Elle savait que cette personne était moi et elle avait été assez à l'aise avec cet arrangement pour ne jamais demander ce que cela me coûtait. Elle a commencé à pleurer au milieu de l'appel et à demander ce qu'elle était censée faire maintenant. Cette question m'aurait anéanti un mois plus tôt. J'aurais commencé à chercher des solutions avant même qu'elle ait fini sa phrase. J'aurais pensé à des plans de paiement, des horaires de travail, des virements d'urgence, toutes les manières dont je pourrais redevenir utile. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de l'autre côté de la rue et j'ai dit la seule chose honnête qu'il me restait. Tu vas te débrouiller de la même manière que moi, une décision difficile à la fois. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit que ce n'était pas juste. Et cela m'a presque fait rire. Juste, c'était apparemment moi qui travaillais, économisais, sacrifiais, puis me faisais traiter de raté à la seconde où j'arrêtais. Juste, c'était moi qui payais pour des opportunités que je n'avais jamais eues tout en prétendant que ça ne faisait pas mal. Juste, dans ma famille, avait toujours signifié ce qui maintenait Chloé à l'aise et mes parents calmes. Alors, non, je me fichais que cela lui paraisse juste ou non. Après cet appel, j'ai fermé toutes les portes financières que j'ai pu trouver. J'ai supprimé les accès où mon nom était attaché. J'ai changé les mots de passe. J'ai fermé les canaux partagés qui avaient un jour touché à mon argent. Si quelque chose était connecté à moi, ce n'était plus disponible pour eux. Ce n'était pas dramatique. C'était attendu depuis longtemps. Puis ma mère a franchi une ligne qui a effacé toute douceur que j'aurais pu encore avoir. Mon responsable a mentionné lors d'un point que quelqu'un se présentant comme ma mère avait appelé le bureau pour demander si j'allais bien parce que je ne répondais pas aux messages familiaux. Il en a ri comme si c'était le comportement d'un parent surprotecteur, mais j'ai senti tout mon corps se tendre. Je ne lui avais jamais donné la permission de contacter mon lieu de travail. Le message était clair. Si la culpabilité ne me ramenait pas, ils essaieraient l'embarras, la pression, l'exposition, tout ce qui pourrait me forcer à répondre. Je lui ai immédiatement envoyé un message. Ne contacte plus mon lieu de travail. Si tu le fais, je considérerai cela comme du harcèlement. Elle n'a jamais répondu. Au lieu de cela, ma tante a appelé l'après-midi suivant, pleine d'une inquiétude tremblante et d'accusations vagues sur la difficulté des choses pour tout le monde. Je l'ai interrompue et j'ai posé une question. Est-ce que quelqu'un t'a dit que j'ai payé pour Chloé pendant près de 2 ans? Elle est devenue silencieuse. Ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils avaient raconté une version de l'histoire où j'étais cruelle, froide, instable, égoïste. Pas la version où j'avais discrètement porté la moitié de la famille sur mon dos tout en étant insulté pour cela. Quelques jours plus tard, mon père m'a envoyé par courriel un tableur. Un véritable budget. Frais de scolarité, loyer, assurance, courses, services publics. Et près du bas, une ligne qui m'a fait fixer l'écran avec incrédulité. Contribution attendue de Lorraine. Un montant mensuel était déjà tapé, comme si mon rôle n'avait jamais changé, comme si tout cela n'était qu'une négociation sur l'accès qu'ils avaient encore à moi. Ce courriel ne m'a pas mis en colère. Il m'a rendu calme. Parce qu'il prouvait ce que j'avais besoin de prouver. Je ne leur manquais pas. Ce qui leur manquait,
c'était ce que je fournissais. Et une fois que j'ai compris cela complètement, j'ai su que la prochaine fois qu'il demanderait à me rencontrer, ce ne serait pas pour réparer quoi que ce soit. Ce serait parce qu'il pensait encore pouvoir me convaincre de redevenir utile. Une semaine plus tard, mon père a envoyé un message demandant à se rencontrer dans un endroit neutre et à parler comme des adultes. Pas de drame, pas de reproches, juste une chance de mettre les choses au clair. Quelques mois plus tôt, j'aurais peut-être cru que cela signifiait qu'il était enfin prêt à assumer ce qu'il avait fait. À ce moment-là, je savais mieux. Les gens qui sont désolés parlent du mal qu'ils ont causé. Les gens qui sont désespérés parlent de paix quand ils sont à court d'options. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à mi-chemin entre mon appartement et le quartier de mes parents. Ma mère était déjà là avec Chloé. Toutes deux assises, raides et silencieuses. Mon père m'a à peine regardé quand je me suis assise. Ma mère a commencé avec sa voix douce habituelle, disant que cela avait assez duré, et que les familles ne devraient pas rester brisées pour toujours. Mon père a suivi avec quelque chose qui ressemblait presque à des excuses jusqu'à ce que vous écoutiez attentivement. Il a dit que peut-être des choses avaient été dites sous le coup de la colère. Il a dit que tout le monde avait fait des erreurs. Chloé gardait les yeux baissés comme si elle attendait de voir quel côté de la conversation l'emporterait. Je les ai laissés parler. Puis mon père a glissé un papier plié sur la table. Je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Quand je l'ai fait, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Une courte liste des dépenses de Chloé et un chiffre entouré en bas. Juste assez d'aide pour passer le semestre. J'ai plié le papier et je l'ai repoussé. C'est à ce moment-là que toute la performance s'est effondrée. Ils ne m'avaient pas demandé la parce que je leur manquais. Ils m'avaient demandé la parce qu'ils croyaient encore que cette conversation pouvait se terminer avec moi qui payais. Je les ai regardés tous les trois et j'ai dit, il ne s'agit plus d'argent. Il s'agit du fait qu'aucun de vous ne se souciait de ce que cela me faisait jusqu'à ce que je cesse d'être utile. Papa, tu m'as traité de raté et m'as exclu des vacances. 3 semaines plus tard, tu m'as demandé de l'argent comme si de rien n'était. Cela m'a montré exactement ce que j'étais pour cette famille. Chloé a commencé à pleurer et mon père a demandé si j'allais vraiment laisser la famille s'effondrer par orgueil. J'ai dit, non, elle s'est effondrée quand le respect n'allait que dans un sens. Après cela, il n'y avait plus rien à dire. J'ai mis de l'argent sur la table pour mon café, je me suis levé et je suis sorti. Pas de cris, pas de larmes, juste une fin qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Quelques mois plus tard, Chloé avait été transférée dans une université communautaire plus proche de la maison et avait commencé à travailler pour couvrir une partie de ses propres dépenses. Mes parents ont vendu leur deuxième voiture et ont discrètement annulé les vacances auxquelles ils avaient un jour décidé que je ne méritais pas de participer. Certains parents ont finalement appris la vérité et l'histoire que mes parents racontaient sur moi a commencé à s'effriter. Quant à moi, j'ai gardé mon contrat, j'ai constitué de véritables économies et j'ai enfin commencé à vivre comme si mon temps m'appartenait. La plus grande leçon que j'ai apprise est simple. L'amour sans respect se transforme en un sentiment que tout nous est dû. Les gens qualifieront vos limites de cruelles lorsque ces limites les empêcheront de vous utiliser. Cela ne signifie pas que vous avez tort. Parfois, s'en aller ne signifie pas perdre quoi que ce soit. Parfois, c'est la première fois que vous vous choisissez enfin.